Bonjour à tous et bienvenue dans la petite vidéo que j'ai décidé de réaliser à l'intention de toutes les personnes qui se posent des questions sur la fin de vie. Je sais que c'est un sujet qui fait peur parfois, mais auquel chacun d'entre nous sera confronté un jour ou l'autre, que ce soit pour soi-même ou que ce soit pour un membre de sa famille. Donc j'ai été confrontée à la fin de vie de mon père, mais ce n'est pas ce qui m'a fait m'engager dans le combat, on peut dire ce mot-là, dans le combat pour obtenir une loi qui permette à chacun d'entre nous de partir comme il le souhaitera le moment venu. Donc la fin de vie de mon père a été filmée pour l'émission Zone Interdite. Et à son chevet étaient venus les deux médecins que l'on voit sur l'ordinateur qui est derrière moi. Il y avait le docteur Bernard Senet et le docteur Yves Delocte qui sont venus voir si mon père était en acharnement thérapeutique ou pas, puisqu'il avait été déclaré qu'il n'était pas dans son état par le médecin de l'HAD qu'il avait en charge. Donc j'ai voulu donner la parole aux médecins belges pour qu'ils puissent nous expliquer la loi belge, comment ça se passe chez eux, savoir quels sont les tenants et les aboutissants, savoir si ce que l'on dit en France sur les dérives belges est avéré. Et puis j'ai voulu aussi donner la parole à une dame qui est malade, qui est en récidive d'un cancer au niveau du visage et qui veut témoigner de sa volonté de terminer sa vie comme elle pourrait le faire si elle était une citoyenne belge. Donc j'ai réalisé avec l'aide du docteur Yves Delocte et de Françoise cette petite vidéo à votre intention en espérant qu'elle vous apportera un éclaircissement sur le problème de la fin de vie et que vous aurez à cœur de me rejoindre pour exiger qu'en France nous ayons aussi cette loi de liberté pour ne pas être obligés de nous exiler en Suisse quand nous en avons les moyens, ou en Belgique où là ce n'est plus une affaire de moyens, quoique n'étant pas remboursé par la sécurité sociale, il faut quand même régler les journées d'hôpital. Et puis il faut en avoir aussi la capacité physique, ne pas être trop malade pour se rendre plusieurs fois dans ce pays, pour établir un lien, un échange entre le médecin et le malade. Donc la solution pour tous les malades en attente d'une fin de vie comme ils la souhaitent, c'est quand même que nous obtenions cette loi en France. Donc je vais laisser la parole, je vais d'abord accueillir un médecin belge, donc le docteur Yves Delocte, et puis après nous partirons dans les Vosges à la rencontre de Françoise, et après vous pourrez vous faire une idée un peu plus précise de ce que nous envisageons pour notre fin de vie. Je vous remercie et je vous laisse découvrir la petite vidéo. Merci, à plus tard, au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que j'ai souhaité faire pour évoquer le problème de la fin de vie. Les discussions vont commencer au niveau de l'Assemblée nationale les 10 et 11 mars prochains. Et j'aurais voulu faire témoigner plutôt les familles des malades et les malades, puisqu'on ne leur donne pas souvent la parole sur les plateaux de télévision. C'est souvent des experts qui parlent, des médecins, des théologiens, des théoriciens et des philosophes, mais rarement la parole est donnée aux malades eux-mêmes ou à leur famille. Donc j'ai accueilli un médecin qui vient de Belgique, le docteur Yves Delocte, qui est à mes côtés. Bonjour.
Bonjour Yves. Et ensemble, on voudrait parler de ce qu'est la fin de vie en France, de ce qu'est la fin de vie en Belgique, les différences qu'il y a entre les deux pays et démontrer à quel point la loi Leonetti qui va être révisée ne correspond pas à l'attente de 96% des Français et ce que les gens souhaiteraient pour leur fin de vie. Donc moi j'ai vécu la fin de vie de mon père. Elle avait été filmée pour M6, pour ceux qui ont vu l'émission, elle est passée le 16 novembre dernier. Et ça a été une longue descente aux enfers parce que il n'a pas été entendu dans sa demande d'aide à mourir. On avait demandé à ce qu'il puisse bénéficier d'une sédation, puisque lui avait écrit ces directives anticipées dans lesquelles il demandait qu'on l'aide s'il y avait besoin, mais il les avait écrites en 2003. Et comme elles doivent être resignées tous les 3 ans, ce n'était pas dans les dates, dans les limites qui sont fixées en France, donc il n'a pas pu être entendu. On avait essayé de voir s'il pouvait aller en Belgique, mais en Belgique, la loi veut aussi qu'elle soit resignée tous les 5 ans. Donc ça n'a pas été possible et le docteur Delocte était venu au chevet de mon père avec le docteur Bernard Senet pour juger de l'état de mon père et voir si eux le déclaraient en acharnement thérapeutique, puisque sur place on n'avait pas été entendu dans cette demande. En fait, on nous disait qu'il n'était pas en acharnement thérapeutique. Oui, donc je suis venu le voir et ce qui m'a frappé, donc, c'est que sa souffrance était très importante. Le docteur Sonnet était du même avis que moi et que malgré les médicaments qu'on lui donnait, il continuait à souffrir. Donc ce qui m'a aussi frappé, c'est cette non-reconnaissance de sa souffrance. J'avais été avec toi voir le médecin hospitalier qui prétendait que ton papa ne souffrait pas. Ah oui. Alors que je me souviens très bien, et cette image restera gravée jusqu'à la fin de mes jours, quand j'ai pris la main de ton papa, rien que le fait de prendre sa main le faisait souffrir. Donc je trouvais qu'il y avait une non-reconnaissance de sa douleur. Et rien que ça me heurtait profondément. Voilà. Oui, mais dans le film qui avait été tourné par M6, on l'entend gémir en plus. Oui. Donc pour nous c'était évident qu'il était en acharnement thérapeutique et on a eu une fin de non-recevoir nous disant non, c'est pas un acharnement thérapeutique. Donc on se rend compte à quel point à ce moment-là les familles se retrouvent sans pouvoir rien faire, parce que voulez-vous opposer à un médecin qui vous dit que votre parent n'est pas dans cette phase d'acharnement? On ne peut strictement rien faire et c'est pour ça que j'ai souhaité réaliser cette vidéo pour donner la parole aux familles des malades dans un premier temps et puis aux malades eux-mêmes. Et demain nous irons à la rencontre d'une dame qui est en récidive d'un cancer au niveau du visage et qui veut témoigner et qui ne veut pas, quand le moment sera venu, bénéficier d'une sédation terminale comme le prévoit la future loi Leonetti, parce qu'on est en train de nous dire que la sédation terminale est la solution qui est la meilleure pour les malades dans le cas de mon père par exemple. Ce n'était pas ce qu'il voulait, il avait écrit ses directives, il demandait à partir vite et bien et ça n'a pas été le cas, même avec une sédation ça n'aurait pas été le cas. Une sédation, je suppose que ça ne fait pas mourir les malades en 5 minutes. Oui, donc moi, en Belgique, la sédation est très rarement pratiquée. Moi, je suis tout à fait contre la sédation terminale parce que ça laisse de côté, d'après ce que M. Leonetti va proposer, des patients qui ne sont pas en fin de vie. Donc la sédation telle que proposée dans la nouvelle loi de M. Leonetti ne prendra en compte que des patients en extrême fin de vie, si j'ai bien compris. Oui. D'autre part, quand on pratique une sédation, je l'ai déjà fait à Bruxelles, la mort survient à plus ou moins brève échéance, peut survenir le jour même ou peut survenir 2, 3, 4 jours après. Ah oui. On ne sait pas très bien ce qui se passe pendant cette période. Est-ce que le patient ne souffre plus du tout? Est-ce qu'il est en souffrance? Certains scientifiques prétendent que
cette période engendre des rêves, des cauchemars. C'est pas une période très agréable. Donc il y a malgré tout une certaine souffrance. En plus, ils ne sont plus hydratés. Est-ce que ça n'amène pas aussi une souffrance? Et finalement, moi je trouve que c'est d'une hypocrisie totale parce qu'on sait très bien que cette sédation terminale, c'est comme une euthanasie. On sait que ça va provoquer la mort. C'est une euthanasie déguisée. C'est une euthanasie déguisée avec d'autres mots. Je pense quand même que la sédation terminale pose un problème même à certains médecins parce que j'ai lu cette semaine un article de Catherine Génisson qui est sénatrice, mais qui est aussi médecin anesthésiste et qui refuse absolument la possibilité d'arrêter l'hydratation et l'alimentation. Et pour en revenir à l'affaire Vincent Lambert, le docteur Carigère, qui était le médecin de Vincent Lambert, avait entamé une sédation terminale et qui a été stoppée par la maman de Vincent Lambert puisqu'elle a demandé, elle a fait un référé pour qu'elle soit arrêtée. Mais ce médecin avait arrêté l'alimentation, oui, mais n'avait pas arrêté l'hydratation. Oui. Donc bien la preuve que ça pose quand même un cas de conscience au médecin d'arrêter et l'alimentation et l'hydratation, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce que le malade peut ressentir durant cette phase-là quand même. C'est exact. Et au bout de 31 jours, il n'était toujours pas mort quand même. Hein. C'est un des grands reproches que je fais à la sédation terminale que M. Leonetti voudrait proposer, c'est qu'on ne sait pas du tout s'il n'y a aucune souffrance entre le début de cette sédation et le décès. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a quand même pas une souffrance du patient? Alors je reviens toujours sur le même argument. Une euthanasie comme la loi belge l'autorise, en 30 secondes, 1 minute, le patient s'en va sans aucune souffrance. Aucune. Ah oui, il s'endort paisiblement et puis il y a un arrêt respiratoire, puis il y a un arrêt cardiovasculaire. 1 minute, 1 minute 30 et il n'y a aucune souffrance. Les euthanasies que j'ai pratiquées, le patient s'en va serein, presque en souriant, si j'ose dire. Ah oui. Quelle différence entre la sédation terminale, où on déshydrate le patient, on ne l'alimente plus, et combien de temps cela va durer? Que ce soit pour le patient lui-même, et puis et pour la les famille, voilà, la famille. Familles. C'est pour ça que je voulais aussi témoigner du vécu des familles, de regarder quelqu'un qui va partir, qui va être sur un lit, qui va avoir peut-être des manifestations quand même pendant 2, 3, 4 jours. On ne sait pas exactement combien de temps. Donc je pense qu'il faut quand même rétablir la vérité concernant la sédation terminale, dire exactement ce qu'il en est, et comme tu es médecin, je pense que tu es bien placé, et comme tu pratiques des euthanasies, tu peux faire la différence entre les deux, et je pense que dans votre pays, cette loi-là n'est pas remise en question par les Belges, pas du tout. Pas du tout. Non, la loi sur l'euthanasie n'est pas du tout remise en question. On essaye même de l'élargir, ce que les Français nous reprochent, bien entendu, mais notre loi est très simple. Hein. Il y a 3 conditions, DAS, c'est un mot que les Français connaissent bien, une demande du patient, condition de base, et personne d'autre que le patient ne peut demander. Ce n'est pas la famille qui peut demander ou empêcher. Une demande du patient, une affection incurable, c'est soit une maladie, soit un accident qui rend la personne tétraplégique, et des souffrances inapaisables. Il faut ces 3 conditions-là, point à la ligne. Quand ces 3 conditions sont remplies, on peut envisager une euthanasie. Et les euthanasies que j'ai pratiquées se sont toujours très très bien déroulées. Les sédations terminales, j'en ai pratiqué aussi, c'est tellement différent, et on n'en pratique quasi plus. On pratique des euthanasies en Belgique puisque la loi nous le permet. Et puis que vous avez la demande, puisque je suppose que les Belges se sont appropriés cette loi. Et si vous réalisez des euthanasies, c'est que vous avez la demande de la part des patients. Bien entendu, je dis c'est une des 3 conditions. C'est la condition de base, c'est qu'il faut une demande du patient. Oui, donc on voit que la sédation a été remplacée par l'euthanasie à la demande des malades. Tout à fait. À la demande des malades, nos patients nous demandent une euthanasie, soit en avalant le produit, soit par une injection. Et on ne pratique quasi plus de sédation, sauf dans des rares cas, mais moi j'en pratique plus.
c'est pas nécessaire puisque, comme tu dis, il y a une demande du patient. Voilà. Et je pense qu'au niveau des dérives qui sont annoncées en France concernant la Belgique, c'est quand même très encadré, puisque bon, tu peux nous parler de la façon dont les médecins procèdent, donc un ou deux médecins obligatoirement. Je te laisse parler de tout ça. Donc quand le dossier est en ordre, que les 3 conditions sont remplies, je dois faire venir un deuxième médecin qui va simplement constater que les 3 conditions sont remplies. Ce médecin peut même ne pas être pour l'euthanasie, mais il va dire oui, docteur Deloc, je suis d'accord, votre patient souffre d'une affection incurable, il entre donc dans le cadre de l'euthanasie. À ce moment-là, 2 médecins suffisent si le décès est prévu à brève échéance. Il y a des maladies comme les maladies de Parkinson et d'autres maladies neurologiques où le décès n'est pas prévu dans 1 mois, 2 mois. Là, on a besoin d'un 3e médecin. Donc il y a au minimum 2 médecins et très souvent 3 médecins qui donnent leur avis sur le cas du malade. Sur le cas du patient. Donc je ne suis jamais seul à décider. Ça, c'est une condition de base. Il faut rappeler aussi que c'est le médecin et lui seul qui va chercher les produits à la pharmacie, c'est pas quelqu'un de la famille. Le médecin donc fait une ordonnance, une prescription au nom du patient, va lui-même chercher les produits, pratique l'euthanasie et après une euthanasie, le médecin doit rendre des comptes à une commission de contrôle. C'est comme ça que ça se passe en Belgique. Donc je ne suis jamais seul à décider. 2 ou 3 médecins donnent leur avis et nous sommes encore contrôlés après. Voilà en résumé comment ça se passe. Et la commission de contrôle est composée, je suppose qu'il y a des pro-euthanasie et des personnes qui sont opposées. Oui, la commission de contrôle comprend 12-13 personnes, je ne sais plus le nombre exact. Il y a des pros, il y a des contre, donc ils vérifient le dossier et ils donnent leur avis. C'est vrai que les Français critiquent cette commission de contrôle parce qu'elle vient après, qu'évidemment on ne peut plus rien faire. Mais bon, on peut, je pense, quand même faire confiance déjà aux 2 ou 3 médecins qui ont donné leur avis sur le cas du malade avant. Et à mon avis, c'est suffisant. Les Français voudraient qu'il y ait une commission de contrôle qui fonctionne avant. C'est très difficilement réalisable parce qu'il faudrait amener au chevet du patient 10 ou 12 personnes, ce qui est très compliqué. Et c'est un peu ne plus faire confiance en ce dialogue qui s'est créé entre mon patient et moi-même. Et donc je pense que nous sommes capables, nous médecins, de juger de l'état du patient. C'est un long dialogue, c'est une réflexion de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et un 2e médecin donne son avis, un 3e, ça me paraît tout à fait suffisant. La commission de contrôle ouvre les dossiers. Il n'y a jamais eu de cas de litigieux. Il n'y a jamais eu aucun cas qui est passé en justice, donc je pense que tout s'est bien passé. Oui, donc en 12 ans, vous n'avez pas pu constater une seule dérive? Non, à ma connaissance, il n'y a pas eu de dérive. La loi a été promulguée en 2002, nous sommes en 2015, donc ça fait 13 ans, bientôt 13 ans que cette loi existe. Les dérives que moi j'ai constatées, c'était avant que la loi n'existe. Des euthanasies ratées, et ça c'est la pire des choses, des euthanasies clandestines. En France, il y a 100% d'euthanasie clandestine. En Belgique, on prétend qu'il y en a encore. À mon avis, il n'y en a quasi plus, ou on les confond avec des sédations terminales. Moi, je n'ai pas connaissance d'euthanasie clandestine. C'est quasi impossible parce que pour faire une euthanasie, on doit aller chercher les produits à la pharmacie. Les pharmaciens enregistrent l'ordonnance, c'est déclaré et ça passe dans les commissions. D'office, on ne peut plus avoir les produits de façon clandestine. Donc pour moi, c'est impossible, les euthanasies clandestines. Non, il y a peut-être justement le fait que certaines morts sont accompagnées par une sédation qui fait dire que ce sont des dérives. Il y a une confusion. Il y a une confusion, on confond la sédation terminale avec l'euthanasie. Les sédations terminales ne doivent pas être déclarées. Voilà, oui. Donc, et là, les Français disent donc il y a des euthanasies
clandestine, mais c'est confondu avec la La sédation. sédation, dans ce cas-là, chez nous, c'est 100%. Et chez vous, il y a 100% d'euthanasie clandestine. C'est sûr. Alors là, je voulais quand même faire Oui. une petite remarque sur ce qui se passe en Suisse, parce que on parle de suicide médicalement assisté en Oui. Belgique, et ce n'est pas du tout la même pratique qu'en Suisse, Exact. puisqu'en Suisse, ce n'est pas nécessairement un médecin qui est là lors de la pratique du suicide assisté. C'est un médecin qui prescrit, qui fait une prescription sur une ordonnance, et c'est le membre d'une association qui va chercher le produit et qui se charge de l'amener au malade, qui doit pouvoir l'avaler lui-même ou qui doit pouvoir tourner le bouton de la molette qui est De la perfusion. voilà, qui le relie à la perfusion. Donc il faut cette pratique-là laisse quand même des malades sur le bord de la route. En fait, tous ceux qui ne peuvent plus avaler le produit ou qui ne peuvent plus tourner la molette de la perfusion ne peuvent pas être aidés en Suisse. Et c'est pour ça aussi que moi je me bats pour qu'en France on ait une loi qui aide tout le monde, qui ne laisse pas les plus gravement atteints sur le bord du chemin, et où je dis qu'il faut que le médecin ait la possibilité de pratiquer l'acte et qu'il soit là pendant l'acte, parce que comme on ne sait pas comment ça peut se dérouler en fait en fonction de la résistance de chaque personne, c'est quand même une sécurité d'avoir le médecin à son chevet. Donc là, j'insiste sur la différence qu'il y a entre la Suisse et la Belgique. Et si on se dote d'une loi en France pour la fin de vie, je pense qu'il faut aller vers la loi belge et non pas vers la permissivité suisse. Oui, Parce qu'il n'y a pas de loi chez oui, eux, c'est ça. En Belgique, l'euthanasie, c'est deux formes, hein. Soit on fait une injection, soit on avale. Et donc, quand j'avale le produit, c'est ce que nous appelons, nous Belges, le suicide médicalement assisté. Donc le médecin prend le produit, le dilue dans un verre qui n'est pas plus grand que cela et donne le verre à boire au patient. C'est le médecin qui donne le verre au patient et personne d'autre. Et c'est beaucoup moins fréquent que les euthanasies par perfusion. Moi j'en ai fait une ou deux, pas plus. Ça s'est très bien passé aussi, mais c'est un peu plus long. Le décès met quelques minutes de plus, c'est facilement compréhensible, il faut le temps que le produit passe dans les vaisseaux sanguins, etc. Ça se passe très bien aussi, mais souvent il y a une confusion. Le suicide médicalement assisté en Belgique, c'est une euthanasie. C'est considéré comme une euthanasie, c'est évident puisque c'est moi, médecin, qui vais chercher le produit, qui le prépare, qui le donne à boire au patient. C'est une euthanasie. Oui. En Suisse, d'après ce que tu viens de dire, c'est un peu différent. Enfin, c'est aussi une euthanasie, mais c'est un peu différent. C'est pas une euthanasie. Ils disent suicide assisté, mais voilà, pas médicalement. ils ne disent pas suicide médicalement assisté. Il n'y a pas de médecin. Voilà. Oui. Et s'il y a un médecin, puisqu'il y a un médecin quand même qui a créé une association. Mais il n'assiste pas. Elle peut être là, mais elle n'a pas le droit de faire l'acte, en fait. Ah oui. Si elle donne le verre au malade, il faut que ce soit le malade qui avale le produit ou qui tourne le bouton de la molette, mais elle n'a absolument pas le droit de faire le geste. Ah oui, oui. Voilà, il faut que ce nous soit avons le droit. Voilà, il faut que ce soit le malade et uniquement le malade. Autrement, il tombe sous la coupe du meurtre, en fait. Hein. Ah oui, oui, d'accord. Ça reste un meurtre. Hein, ils n'ont pas le droit de faire autrement. C'est un suicide assisté, simplement. Ils aident quelqu'un à se suicider. Ok. Voilà. La philosophie de la loi belge est différente. Hein. C'est nous qui pratiquons l'euthanasie. Oui. Bon, une patiente à qui je pense a dit « je veux boire le verre moi-même », mais c'est assez rare. Elle a expliqué son geste en disant simplement que « je ne veux pas imposer l'euthanasie au médecin ». Oui, ça dit, et je trouvais ça, et ça s'est d'ailleurs très très bien passé. Elle a dit j'assume moi-même le geste, mais nous, on était deux, nous étions là, on avait tout préparé à la cuisine, on est arrivé avec le verre, elle l'a bu devant nous. Oui. Et elle s'est endormie très progressivement. Et après, bon, c'était un peu technique, mais c'est vrai que parfois, le médecin fait une petite injection d'un produit curarisant, pour accélérer le processus, parce que ça met un peu plus de temps. Mais bon, quelle différence entre notre façon de procéder et éventuellement
la sédation terminale qui va durer 3 jours, je ne sais pas combien de temps. Et pour rien, comme disait ma mère, et pour rien. Dans le reportage de M6, à quoi ça sert, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas aux malades, ça ne sert pas à la famille, ça ne peut qu'engendrer des souffrances supplémentaires pour le malade. Et pour les familles qui assistent, ce n'est pas non plus la solution. Cette sédation, elle n'est la solution pour personne en fait. Hein. Et c'est pour ça que je tenais quand même à faire cette vidéo pour bien expliquer ce qu'il faut que la loi soit en France. Et tu voulais donner la place aux familles et aux patients en grande souffrance. Et ce que j'ai constaté dans les euthanasies que j'ai pratiquées, c'est que ça se passe toujours tellement sereinement. Après les décès, nous n'avons que des remerciements des familles. C'est normal. C'est extraordinaire par rapport à ce que j'ai connu avant l'existence de la loi, de patients comme ton papa qui ont agonisé pendant des mois. Là, on avait les reproches des familles. Tout à fait. En disant, docteur, mais vous ne faites pas ce qu'il faut. Oui. J'ai en mémoire encore des cas comme ça, où on avait des reproches. Maintenant, on n'a plus jamais aucun reproche. Aucun. Et ça, il faut que les Français le sachent. Je comprends. Mais maintenant, des euthanasies qu'on a fait il y a 1 an, j'ai encore des familles qui viennent me voir, qui m'envoient des lettres de remerciement, des vœux au Nouvel An, etc. Tellement, malgré leur tristesse, ils sont contents de la façon dont la vie s'est terminée. Et ce qui est terrible maintenant, et ça, les Français doivent le savoir, c'est que nous avons des appels de Français toutes les semaines qui demandent de vouloir venir terminer leur vie en Belgique. Mais c'est compliqué, et ça, on en reparlera à d'autres occasions. Oui, c'est compliqué parce qu'il faut la relation avec il faut un dossier, médecin. etc. Mais bon, je suis très impatient d'aller rencontrer cette patiente demain et d'entendre ses plaintes. Ouais. Comme tu dis très justement, il faut écouter. Il faut essayer, nous médecins, on doit essayer de se mettre à la place du patient. Oui. Et ça, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. De se dire, qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place? Qu'est-ce que je voudrais? Mais je ne sais pas si on a cette culture en France de justement de dire est-ce qu'on peut se mettre à la place du malade? Je crois que c'est l'inverse en fait. Il ne faut surtout pas se mettre à la place du malade quand on est médecin chez nous. Vous considérez le fait d'accepter de pratiquer une euthanasie comme le dernier soin que vous pouvez apporter à votre malade quand c'est la maladie qui a gagné en fait. On sait qu'on n'est pas fait pour vivre éternellement et vous acceptez l'idée que la vie a une fin et vous aidez le malade à partir mieux. Chez nous, on en est encore à se dire le médecin ne doit pas se mettre à la place de la famille, il doit rester le technicien. Il est tout puissant, c'est lui qui décide. Voilà, et c'est lui qui doit décider le sachant, en fait, c'est lui. En Belgique, c'est tout à fait l'inverse. Quand on est à ce stade-là d'une maladie, c'est le patient qui décide du traitement. C'est lui qui va venir me trouver en disant, docteur Delocq, j'ai besoin de vous, je veux savoir si vous serez là, si je peux compter sur vous. Et je l'ai souvent dit, ça les rassure. Tout à fait, et ça peut permettre de prolonger un petit peu sereinement leur vie. Ils sont plus sereins, il y en a qui ont arrêté leur traitement, qui reprennent leur traitement. Ils ont envie de continuer à vivre, mais ils sont rassurés. Parce qu'ils savent que si un jour la souffrance devient insupportable, on sera là. Et c'est tellement important. Et je pense que si un jour je suis dans ce cas-là, je voudrais absolument être rassuré en sachant qu'on ne va pas me laisser aller jusqu'au bout d'une souffrance insupportable. J'espère que bientôt vous n'accueillerez plus les Français, que nous aurons notre loi. Je vous le souhaite vivement. Merci. Voilà, nous sommes dans la voiture sur la route des Vosges. Nous avons fait un petit arrêt. Nous allons repartir en direction de chez Françoise. Nous serons là-haut dans une vingtaine de minutes. À tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés chez Françoise. Je vais présenter Françoise à Yves. Yves à Françoise. Bonjour. Voilà, j'avais déjà parlé d'Yves à Françoise et de Françoise à Yves. Donc maintenant nous sommes là pour
pour que Françoise parle de son cas en fait, et on lui donne la parole puisqu'elle a été confrontée à la maladie. Françoise, bonjour. Merci de ton accueil. Je suis très content d'être venu jusqu'ici depuis Bruxelles. Et si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien que tu me dises un peu, en quelques mots, tout ce qui t'est arrivé et ce que tu as envie de continuer à faire, comment tu te sens. Eh ben moi, pour me présenter, j'ai 55 ans. J'ai eu un cancer en 2000. Et Quel cancer, tu peux un dire cancer un peu, ORL. sans entrer dans trop de détails. Voilà, un cancer ORL. J'ai eu affaire au niveau du nez, tout ça. Et bon, j'ai été opérée par un chirurgien et j'ai eu la chance d'avoir une rémission de à peu près 14 ans. Sauf qu'en 2012, j'ai fait une récidive. Une récidive, on a dû me réopérer au niveau de la tête, et toujours de ce même cancer. Et après, j'ai eu la malchance de métastaser, comme on dit, le cancer a filé. Donc j'ai été opérée des poumons pour une métastase. Et après, je viens d'être opérée il y a 1 mois et demi au niveau du cou. On m'a enlevé tous les ganglions pour voir s'ils étaient métastasés ou pas. Bon, j'ai la chance que ça ne soit pas métastasé, mais quelque part j'en suis là. Et forcément, avec tout ça, je me pose des questions. Voilà. Ces opérations étaient pénibles, on t'a enlevé une partie de l'os, etc. Le visage, voilà, le visage, c'est la porte d'entrée de la personne quelque part. Oui. Donc, je veux dire, j'ai été opérée une première fois à 40 ans, donc j'avais des enfants petits, donc c'était très important pour moi. Je ne me suis jamais posé de questions à cette époque-là, parce que je veux dire, la vie, pour moi, l'essentiel était de mener mes enfants, comment dire, en adulte, quoi, à la période d'adulte. Mais c'est vrai qu'à partir de la récidive, où on m'a fait 27 points de suture au niveau de la tête, je veux dire, on souffre parce que ma tête, je la sens plus. Tout le haut, je le sens plus, c'est comme si j'étais dans un carton, ça se voit pas pour ceux qui me regardent. La partie gauche de ton visage. Donc la partie gauche, voilà. Depuis le haut jusqu'à... Voilà, on a déplacé l'œil pour m'opérer, j'ai l'œil, je veux dire, je vois plus trop bien sur la gauche, j'ai des difficultés de temps en temps à entendre au niveau de l'oreille gauche. Mais ça se voit pas, c'est-à-dire que voilà quoi, c'est moi qui le vis comme ça. Bon, maintenant cette opération-là est une opération lourde malgré tout. J'avais de l'œdème, comment dire, lymphatique qui était très dur à supporter et c'est très lourd quoi. En plus de ça, suite peut-être à l'opération, à une certaine fragilité, j'ai les tendons qui sont déchirés au niveau de l'épaule. Je veux dire, ça entraîne plein de choses. C'est pas facile parce que quelque part on a l'air bien, mais on est quand même handicapé. Mais enfin, comme je suis quelqu'un qui est patente, qui aime la vie et tout, voilà quoi, ce côté-là prend le dessus chez moi. Ton moral va bien? Mon moral va bien, je sais que c'est difficile, c'est dur, il faut se battre, mais j'ai le moral, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, j'aime la vie, j'ai des enfants, et des chiens. Et des chiens. Il faut les ouvrir. Bon, ben, les chiens ont été sortis, on va pouvoir reprendre. Voilà. François, ton moral est bon, donc si je t'écoute... Oui, j'adore la vie, je suis quelqu'un je suis positive dans ma nature, donc à ce niveau-là, j'ai pas de soucis. C'est pas, comment dire, ma fin de vie me pose problème parce que dans les mesures actuelles, dans la loi actuelle, ce que me propose la loi ne me convient pas. Maintenant, voilà quoi, je pense que je suis comme beaucoup de personnes, quoi, comme une majorité de personnes. Je n'aurai peut-être pas la fin de vie que je désire. Et moi, je me bats quelque part parce que avec tout ce que j'ai enduré, tout ce que je vis, j'aimerais qu'on puisse bénéficier de la même loi qu'en Belgique. Et je ne sais pas pourquoi. On n'arrive pas à arriver à ça. Et je ne comprends pas pourquoi, vu que la majorité des Français sont pour que cette loi arrive et qu'on n'arrive pas à la voir. Alors je me dis, bon, est-ce que ceux qui nous gouvernent, je veux dire, quand on pense que 96% à peu près de gens voudraient cette loi comme en Belgique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4% de gens qui y seraient opposés. Mais même si ces 4% de gens ils sont opposés, vu qu'ils ne seront pas obligés, ils ne subiront pas cette loi, je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas. Je voudrais te poser une question un peu plus personnelle, si tu permets. À partir de quel moment envisagerais-tu de demander une euthanasie dans ton cas personnel? Tu aimes la vie, tu as envie de continuer.
qu'est-ce qui te ferait changer d'avis, un peu en disant voilà docteur, maintenant je crois que c'est... Déjà, je pense que si on avait une loi, ça nous permettrait de pouvoir dire stop à un jour ou l'autre, de pouvoir dire stop, de connaître nos limites. C'est-à-dire à un moment, on sait qu'on n'y arrive plus, qu'on peut plus, qu'on supporte plus, on peut dire stop. Mais pour répondre, je pourrais dire que j'ai besoin, pour moi, d'être autonome, de pouvoir faire mes soins personnels, intimes moi-même, et que le jour où je ne pourrais plus être autonome, le jour où je ne pourrais plus être indépendante, pour moi, c'est la limite. C'est une limite pour toi. Oui, d'accord. Avec le côté irréversible, évidemment. C'est sûr que si j'avais une opération, que ça dure 15 jours, et qu'après je sois bien, c'est pas pareil. Mais tu pourrais changer d'avis. Voilà. Tu pourrais dire maintenant je voudrais une euthanasie, mais 15 jours après si ça va. Non, je pense que je voudrais une euthanasie le jour où les médecins me diront Madame Grisot, vous métastasez de partout, ou bien il faut vous enlever l'œil, ou vous enlever le nez, ou vous enlever la mâchoire complètement. À ce niveau-là, je me dirais, je serais plus capable d'être ce que j'ai envie d'être, de me regarder à la glace. Et c'est pour moi, c'est pas le regard des autres, c'est mon regard à moi qui est important. Et c'est là que je pense que je donnerai mes limites. Mais comme je sais qu'on n'a pas la possibilité là en France, oui, voilà, avec la loi actuelle en France, celle qui va être prévue, la sédation terminale, pour toi, ça me terrorise. Ça me terrorise parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque, quand vraiment je serai à bout, déjà de me laisser arriver à bout, en fin de vie. Et en plus de ça, après, de pouvoir être traîné, entre guillemets, pendant 10, 15 jours, 1 mois, 2 mois, voire 6 mois, avec ma famille, mes enfants autour, ce que je refuse complètement, c'est contre ma volonté. Donc on fera des choses qui seront contre ma volonté et je n'aurai aucune possibilité de me défendre à ce niveau-là. Ça sera comme ça et j'aurai plus qu'à dire amen. Et là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est pas ce que je veux. Peut-être que je serai obligée d'en arriver là, mais c'est absolument pas ce que je veux. Donc si je comprends bien, toi tu voudrais, avant d'arriver au bout du bout, de pouvoir décider maintenant je veux une euthanasie, plutôt que d'attendre d'être vraiment au bout, qu'on décide de faire une sédation. Et c'est ça le problème qu'on a en France, vu qu'on a la future loi, je comprends. Voilà, en France on n'a pas cette loi. Donc qu'est-ce qu'il me reste comme alternative? Là je fais tout ce que je peux pour essayer de voir comment faire pour aller en Belgique le jour venu. Mais quelque part, je serai obligée d'anticiper parce que j'ai besoin d'être, autonome. J'ai besoin d'être encore... Et d'avoir les capacités physiques. Voilà, les capacités physiques pour y aller. Alors que si on avait une loi en France, peut-être que je pourrais me permettre d'aller un petit peu plus loin. Mais là, bon... Un petit peu plus loin? C'est-à-dire que bon, si en France on avait cette possibilité-là, je pourrais me dire, le jour où je verrai que je peux plus me lever, que je suis alitée... Vivre plus longtemps. Voilà. Okay. Alors que là, je suis obligée d'être assez forte pour aller jusqu'en Belgique et anticiper, tout à fait. Donc, en plus de ça, ça a ce côté-là. Ça ne me dérange pas, parce que comme je le dis souvent, j'ai plus de 20 000 jours où je me suis réveillée. Je veux dire, c'est pas parce que je vais en louper 60 que ça va changer ma vie. Je veux dire, j'ai tout fait dans ma vie ce que j'ai envie de faire. J'ai une belle vie, une vie superbe. J'ai des enfants qui sont aimants un peu plus. J'ai une famille qui est formidable. Ouais. Donc, je veux dire, j'ai une belle vie, donc je voudrais avoir une belle mort. Voilà. Tu parles d'une éventuelle euthanasie avec tes enfants? Oui, il n'y a aucun souci. Ils sont tristes comme tous les enfants seraient tristes s'ils savaient que leur mère allait mourir, mais ils comprennent très bien. Tout à fait. Ouais. Parce qu'ils ont été élevés comme ça, c'est-à-dire qu'on respecte les autres, on respecte la liberté de chacun. Moi, je ne me suis jamais ingérée dans leur vie, c'est-à-dire qu'on a toujours discuté de tout, mais je veux dire, leur vie, c'est leur vie, et ma vie, c'est ma vie. Un jour, il faudra que je parte, d'une manière ou d'une autre. Voilà, et je suis sûre que si je partais comme je le veux, mes enfants un jour mangeraient ensemble, parce qu'ils se revoyaient souvent, ils mangeraient ensemble et ils se diraient on est content, maman elle est morte comme elle voulait, elle avait le sourire, elle était bien, on l'a pas vue avec une lueur de désespoir dans les yeux, avec une colère, avec... voilà, on l'a pas vue humiliée, on l'a pas vue mal dans cette... On a eu cette chance que maman elle est morte comme elle voulait. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je comprends même pas que ce soit tabou, parce qu'il y a plein de gens qui veulent même pas en parler. Des fois, quand j'en parle, on me dit « T'as bien le temps, laisse ça, c'est pas un truc, on verra plus tard, on n'a pas le temps, c'est pas le moment d'y penser. » Mais c'est quand le moment?
Pour ces gens-là qui te disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas connu les mêmes épreuves que toi et Sûrement. qu'ils n'ont pas vécu cette Et puis maladie. c'est l'éducation aussi, c'est comme ça, c'est tabou. possible, C'est oui. tabou la mort, la Ouais. naissance c'est quelque chose de joyeux, la mort c'est quelque chose de triste, on En en Belgique, parle on en pas. parle plus. Oui. On ose en parler et les médecins devraient peut-être plus facilement en parler avec leurs patients. J'ai un médecin qui est très catholique, qui jamais ne m'aidera à mettre fin à mes jours si un Tu jour lui en je as parlé. oui, Ouais. mais qui m'a dit qu'il comprenait très bien. Mais il ne veut pas t'aider. Il ne m'aidera pas, si, enfin pas physiquement, je dirais, je veux dire, il Il sera fera pas pas acteur. Il a raison parce que c'est Il- interdit. Oui, Voilà, Interdit. non mais par contre, il comprendra très bien que je vais y aller en Belgique ou que j'essaie de... Il accepterait cette idée Ah oui. que tu décides de Oui, partir oui, à oui, Bruxelles. oui. Ouais. Ouais. Il avait vu la vidéo de France 5 et tout, et il m'avait dit que ça le faisait réfléchir, quoi. Forcément. Je pense que les gens qui sont confrontés, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, moi j'ai eu le même cas avec mon père, l'infirmier avait dit que le cas de mon père et la façon dont il abordait la mort et demandait à aider à partir, ça l'avait interpellé. Et que, C'est tout, ça touche, voilà, forcément. et que ça remettait ses idées en question. Et puis, moi je sais que j'ai vu pas mal de personnes qui sont vraiment, qui ont les mêmes idées que moi et qui n'ont pas encore fait leur directive anticipée parce qu'ils sont pas prêts et puis que c'est pas de l'ordre du jour. Forcément, quand on vit, on a ses enfants, on a son boulot, on a la maison à payer, on a tout à faire. Les directives anticipées, les as faites? moi je les ai faites, Tu les moi, as mais faites. je les ai faites parce que quelque part je suis confrontée à la maladie. Ouais, tout à Mais fait. je veux dire, Mais là, je voudrais intervenir Oui. quand même où tu as écrit tes directives anticipées, tout en sachant très bien que toi qui veux demander une euthanasie et être aidé à mourir, tu as beau les écrire de l'écrire dans tes directives anticipées, tu ne seras pas entendu dans cette demande. Donc, je pense que la majorité des Français et Sont tous dans le ces même gens qui n'écrivent pas leurs directives anticipées parce qu'ils savent que ça ne sert à pas grand-chose. C'est quand même en mieux fait. d'avoir fait un papier C'est- si oui, jamais pour- il y a un accident. Pour le cas d'accident comme Vincent ou Lambert, si on il le est fera dans le non, laisse- coma, mais on les fera mourir de sédation, Oui, c'est-à-dire c'est- de faim et de soif. ça ne sert pas Mais à en rien. aucun Ouais. cas, on ne répondra à leur demande de mourir par euthanasie, dites bien. Donc je pense qu'on dit la loi Leonetti n'est pas connue et mal appliquée. Le problème, c'est que les gens savent très bien qu'en écrivant leur directive anticipée, ça sert quasiment à rien. surtout que si j'ai bien lu ce que j'ai lu sur ordinateur, enfin sur internet, je veux dire, les médecins normalement sont tenus de regarder les directives anticipées, mais ils ne sont pas obligés vraiment d'en tenir Pour l'instant, compte. non. Alors Donc- on veut rendre opposable aux médecins, Ouais. mais sans mettre dans ces directives anticipées l'option de l'euthanasie ou de l'aide médicale. Ah à oui, mourir. dans ce cas-là, qui Donc, c'est qui a envie de mourir en souffrance? Voilà, Personne. voilà. Je veux Tu dire, disais même que c'était un peu un retour en arrière. Oui, que ça- ce qui oui, se passait oui. maintenant était un retour en arrière Et- par rapport à avant. Les médecins, certains médecins l'ont dit, avant la loi Leonetti, Oui. les médecins aidaient les patients à mourir parce que il n'y avait pas la loi Leonetti, il n'y avait pas ce risque d'être dénoncé à la police comme pour le docteur Bonne-Maison. Maintenant, il y a la loi Leonetti qui est là et qui refuse toute aide médicale à mourir. Donc les médecins disent non, on ne va pas aider parce que si jamais on est dénoncé, on va se Ah oui. retrouver devant la cour d'assises. Donc c'est vrai que c'est un retour en arrière. Et puis même, cette nouvelle loi, moi, à mon avis, elle ne répond quand même pas du tout à À la ce que- majorité. à ce qu'espèrent les gens et à la majorité des gens, parce que bon, on voit quoi? On voit des politiques, on voit des philosophes, on voit Oui, c'est des ce qu'on disait. religieux, on voit, mais je veux dire, on n'écoute pas la majorité des gens. Et si encore ça devait porter préjudice à l'un ou à l'autre, mais ça puisque c'est une loi de liberté qui ne concerne que les gens qui le veulent. Oui. Alors, comme disait mon papa, dans ces cas-là, quand tu as un souci, tu penses où va l'argent? Et quelque part, c'est un peu ça, quoi. On se dit, comment ça se fait que ça n'aboutit pas? Et après, on se pose des questions. On se dit, bon, il y a des laboratoires, il y a des lobbies, il y a tout le système médical, il y a des kinés, il y a des chirurgiens. Je critique pas parce que moi j'ai eu, j'ai bénéficié d'opérations chirurgicales qui m'ont permis d'avoir une rémission, d'élever mes enfants et tout. Ça, je trouve que c'est bien. Quand la médecine fait son boulot comme il faut, c'est bien. Mais moi, c'est la fin de vie qui ne me convient pas. C'est-à-dire au moment où ça devient, je dirais pas de l'acharnement, mais comme disait le dernier chirurgien que j'ai vu, on peut tout faire en chirurgie. Et j'ai vu des personnes qui n'avaient plus d'œil, qui n'avaient plus de nez, qui n'avaient plus de mâchoire, qui n'avaient plus de cou, ou je veux dire des moitiés de cou. Et je veux dire, on peut tout faire en chirurgie. Vous pouvez être tenu en vie. Mais entre être tenu en vie et vivre, mais il y a... Tu pourrais vivre avec une demi-figure. Non. Impossible. Je pourrais pas. Je comprends Et je ça ne très bien. voudrais pas. Je pourrais sûrement. Mais je veux dire, je vois pas l'utilité. C'est plus une vie.
Je ne le voudrais pas. Je ne voudrais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine, elle peut tout faire. Donc je veux dire, on peut faire que les gens soient tenus en vie, qu'ils puissent respirer, boire, manger, dormir. Mais c'est pas ça la vie. Pour moi, je dis bien pour moi, parce que d'autres personnes se disent, moi, ça me conviendrait, je le respecte. C'est quoi la vie? Pour moi, la vie, c'est de pouvoir avoir le sourire, c'est de pouvoir jouir de tout ce qui nous entoure. Et c'est pas manger et boire et être triste et être en colère. Je veux dire, j'ai vécu 50 ans, plus de 50 ans de ma vie avec une vie comment dire, pour moi c'est une vie merveilleuse que j'ai eu beaucoup de chance. Je voudrais pas que ma vie soit pourrie par ces derniers instants. C'est un peu comme quand on va à la foire ou à la fête. Si les enfants qui vont à la fête pleurent à la fin, ça ternit le plaisir de la fête. S'ils partent en étant réjouis, en se disant qu'est-ce qu'on a passé une belle journée, c'est magnifique. C'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est un peu ça quoi. Je veux dire, on peut mourir avec le sourire en se disant j'ai bien vécu, je suis en fin de vie, je l'accepte. Je l'accepte, la mort fait partie de la vie pour moi et je vois pas pourquoi on l'accepterait pas. Une euthanasie te permettrait de partir en souriant? Voilà, oui. C'est ce que moi j'ai constaté, souvent dans les euthanasies que j'ai pratiquées, les gens partent en souriant. Mais oui, vous vous rendez compte, le poids en moins? Le poids en moins? Ce serait un poids énorme en moins pour toi. Ah oui, mais moi je veux dire, avant 30 ans, j'y pensais pas. J'y pensais pas, mais à 40 ans j'ai eu un cancer, bon, j'ai pas trop pensé non plus parce que j'avais des enfants qui n'étaient pas élevés, mais avec une récidive à 50 ans passés, je veux dire là maintenant ça commence à me poser, je me pose des questions, il y a plein de gens qui meurent de récidive et tout, et je me dis bon bah ça va me tomber dessus, un jour ça va tomber dessus, je me sens pas en fin de vie parce que pour l'instant les médecins gèrent et puis ça va. Mais je veux dire, un jour, ça va me tomber dessus, forcément, comme n'importe qui, comme vous, comme toi, n'importe qui. Mais il faut être prêt avant, tant qu'on a la force, il faut se préparer à ça, et pas au dernier moment, parce que moi, les gens que je connais qui sont en fin de vie n'ont plus la force de faire quoi que ce soit. Souvent, ils ont de la colère, ils en veulent à la terre entière parce qu'on leur fait faire des choses qu'ils ne veulent pas. Et on ne les écoute pas. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau de ton état, des pronostics que tu leur dis? Et combien de temps est-ce qu'il me reste? Comment ça va évoluer? Tu poses des questions? Non, moi je le sais dans ma tête. Dans ma tête, les médecins ne peuvent pas toujours répondre. Voilà, dans ma tête, je me suis préparée. Je sais que je suis un cas un petit peu à risque, c'est-à-dire que je peux mourir dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, mais je peux très bien vivre 10 ans ou 15 ans, on ne le sait pas. Les médecins non, ils ne peuvent pas parce que ne répondent pas. Même si j'ai métastasé, c'est un cancer qui évolue doucement, je peux très bien avoir une rémission même avec des métastases, et puis ça peut venir d'un seul coup, ça peut être très lent comme ça peut être très rapide. Mais je veux dire, tant que je vis bien, tant que j'ai le moral, tant que j'ai envie de vivre, j'ai plus de chances de vivre qu'autre chose. Mais je sais que les gens auxquels j'en parle, ils sont tous d'accord avec moi quelque part. Ils sont même surpris parce qu'ils ne se posent pas ces questions-là. Et à la limite, ils sont d'accord avec moi, mais comment dire, je dirais pas qu'ils ne se sentent pas concernés, mais pour eux, c'est pas un truc dont on parle avant. Tu as rencontré des gens qui avaient eu la même maladie exactement que toi? Il existe comme ça des associations où tu peux parler, expliquer. Non. Ça ne t'intéresse pas de rencontrer des gens qui ont eu les mêmes souffrances? J'ai fréquenté des forums ou des choses Non, comme ça. j'ai fréquenté les hôpitaux par obligation et j'en ai vu suffisamment de gens dans des situations de désespoir où, où ils sont en colère. Continuellement, ils ne parlent pas aux ambulanciers, ils ne parlent pas aux médecins, ils ne veulent pas se faire soigner. Moi j'ai connu quelqu'un qui ne voulait pas de trachéotomie, il avait eu de la chimio, il avait eu des rayons, il n'en pouvait plus. Et on lui proposait une trachéotomie, il n'en voulait pas, on lui a dit bah monsieur, voilà, c'est dans votre droit. Et le jour où il étouffait trop, sa femme a vu qu'il n'en pouvait plus et il a demandé à ce qu'on lui fasse une trachéotomie. Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'autres choix. Je reviens à une question plus directe pour ton cas personnel. Tu accepterais les examens et les traitements jusqu'où? À quel moment disons que tu dirais mais non, ça suffit? Moi, comme j'ai la perspective de peut-être avoir la chance d'aller en Belgique pour terminer ma vie, je suis obligée de me donner des limites. Et pour moi, les limites, ça serait quoi? Si je perds mon autonomie, oui, tu avais dit. Si je ne peux plus prendre soin de moi par moi-même, j'ai des soins à faire et tout,
pour mon intimité, Ce serait ça des critères de pour moi, ça, c'est les critères. Et c'est Pas la aussi... souffrance. Ben, la souffrance, forcément. Si j'avais vraiment une énorme souffrance, j'en ai pas vraiment connu jusqu'à maintenant. C'est plus une souffrance psychologique que physique. Mais qui est dure, la souffrance psychologique, Oui, c'est difficile. Tout à fait. Mais C'est un des critères de la loi belge. oui, mais pour l'instant, j'ai encore une possibilité de vivre. Donc, je veux dire, comme je suis positive, cette souffrance, elle part. Ça va, tu ne Voilà, souffres pas je ne souffre trop pas, je souffre au physiquement. moment des opérations et tout, parce que vous y croyez pas. Vous vous dites, bon, c'est la fin. Et puis quand vous en sortez, vous dites, bon, ben, ça va, je peux encore m'en sortir un coup. Mais, comment dire, ça, ce serait mes critères. Mais c'est vrai que si la loi était plus souple, c'est-à-dire que si en France, on avait une possibilité de choisir l'euthanasie en fin de vie, je pense que mes limites seraient peut-être un peu plus longues, plus Plus souple peut-être. Plus souple. Tu irais plus loin dans ta Je vie. pourrais, Tu parce irais que- plus loin par rapport à la Belgique. Oui, parce que pour la Belgique, comme je sais qu'il faudra vraiment que je pièse, entre guillemets, pour y aller, C'est un peu compliqué, Oui, on le sait. je suis obligée de prendre mes plans anticipés, alors que si la Il loi faudra venir, voilà, il corriger. faut venir, il faut consulter, Oui. il faut être valide pour pouvoir supporter les trajets, tout ça. Alors que si la loi était faite en France, je pourrais me dire, bon, admettons que je récidive au niveau du visage, si on doit m'enlever un œil, je pourrais peut-être me dire, est-ce que je peux vivre avec un œil en moins, être un peu défiguré? Je pourrais essayer et puis dire, bon bah écoutez, non, je supporte plus, j'en peux plus, Aidez-moi. aidez-moi. Alors que, comment dire, si ça devait se passer maintenant, si on me disait, Madame Grisou, il faut que vous enlever l'œil, je dirais non. Je dirais non parce que comme je ne suis pas sûre de pouvoir le supporter, j'aurais trop d'angoisse à rester défigurée et à ne pas pouvoir le supporter et à savoir que de toute façon, on ne fera rien pour moi en France. Et alors à ce moment-là, tu Là, envisagerais d'aller en ah Belgique. oui, Je oui. comprends. Mais avec la Belgique, c'est un coût, c'est vraiment une disponibilité. Il faut vraiment avoir la force d'y aller, quoi, être en capacité d'y aller. Donc forcément, ça demande une anticipation. Ouais, alors là, je voulais quand même préciser, quand tu parles du coup avec la Belgique, en fait, c'est un coup parce que nous sommes français. Voilà, tout à fait. Pour les Belges, comme la loi est votée chez eux, Voilà. ça ne leur Nous, ça ne coûte pas coûte pas. d'argent. Voilà, donc il n'y a pas d'aide de la sécurité sociale. Voilà. C'est tout, hein, c'est pas dans Il faut tout payer. Il faut Oui, payer tout soit à un fait. appartement, soit une chambre, Soit une chambre, l'hôpital, soit soit- l'hôpital. Donc tout ça, ça Oui, représente quand même. oui, mais il faut y ça. penser, quoi. Oui. Donc c'est toujours pareil, c'est C'est la toujours donné. discrimination Voilà, par l'argent, voilà, une fois de voilà. plus. Voilà. Bon, c'est moins cher qu'en Suisse, certainement. C'est moins cher mais- qu'en Suisse, mais c'est Mais compliqué. c'est C'est compliqué. compliqué, et il y a quand même un certain C'est coût. compliqué, Ouais. je suis d'accord. Donc voilà, mais c'est vrai que depuis que je t'ai rencontré, depuis que je sais que j'aurais peut-être la possibilité, parce que tu me dégrossis quand même pas mal le travail, que j'aurais peut-être la possibilité de finir comme je le souhaite, et ben c'est vrai que je suis beaucoup mieux dans ma tête, dans mon Sereine. corps, beaucoup plus Tu es sereine. rassuré Ben, rassurée, c'est depuis que peut-être tu es pas. en contact avec C'est Claudette. peut-être pas vraiment le mot, puisque c'est un parcours quand même très Ouais. difficile, mais je me dis que j'ai fait tout ce que je pouvais Ok. pour finir éventuellement comme je le désire. Même si c'est en Belgique, ça te rassure. Ça ne me dérange pas du tout. Moi, je pense qu'il faut aimer les gens quand ils sont vivants. Quand je serai morte, je veux dire que je sois en Belgique, aux États-Unis ou dans mon village, ça n'a pas d'importance pour moi. Moi, c'est tant que je suis vivante. Moi, j'ai des enfants qui m'aiment, j'ai une famille qui m'aime. On a une très belle relation, c'est magnifique. Mais le jour où je mourrai, heureusement qu'ils m'auront aimé avant, parce que c'est pas après que j'ai besoin qu'ils m'aiment. Non, c'est bien dit. Mais écoute, je crois qu'on a eu un super témoignage. J'espère que tu seras entendu. Bah, J'espère que ça servira à tout le monde. C'était le but quand même, donner la parole à toi qui est malade, à Yves qui est médecin en Belgique. Et puis ce que je répète encore, la mort ne doit pas être un sujet tabou. faut Je veux parler dire, maintenant. ça fait partie de la vie, c'est comme ça, tout le monde meurt. Alors autant si on a vécu bien, autant mourir bien. Et puis comment dire, voilà quoi, c'est surtout ça, pouvoir parler de la mort. Je veux dire, pourquoi toujours, moi des fois quand j'en parle, on me dit, tu peux pas parler d'autre chose. Bon Non. sang. Tu en parles souvent?
Oui. Bah, j'ai une mère qui a 84 ans, elle est concernée aussi Tu as quelque part. parlé de ce sujet-là Oui, avec ta maman en disant peut-être toi, tu envisagerais. C'est un peu pareil qu'on a commencé ça. J'étais très jeune quand mon père est mort il y a 20 ans, et ma mère me disait qu'elle voudrait pas rentrer dans le système médical français pour mourir, quoi, parce que c'est trop. Et puis elle est comme moi, elle a le même caractère que moi. Pour elle, c'est humiliant d'être comme ça, même si les gens veulent pas comprendre. Je veux dire, et c'est pas par rapport à mes enfants, c'est moi. Je veux dire, je sais très bien que mes enfants s'occuperaient de moi, c'est pas un souci. Mais moi, je ne veux pas, je ne supporterai pas. Psychologiquement, c'est ça que j'appelle la souffrance. C'est d'être obligé de vivre ça alors qu'on ne le désire pas. Bon, chacun ses limites, chacun sa manière de voir, mais je ne demande pas aux autres de penser la même chose que moi. La souffrance psychique pour toi est beaucoup plus difficile que la souffrance physique. Peut-être parce que j'ai jamais eu de souffrance, même quand j'ai accouché, pour moi c'était pas une souffrance exceptionnelle, donc je pense que j'ai peut-être une résistance un peu plus que certains. Tu peux un peu expliquer ta souffrance psychique, pour qu'on a parfois du mal, les gens ont du mal à comprendre ce que c'est une souffrance psychique. Disons que je suis peut-être un cas particulier, je n'aime pas. Quand on dit les oiseaux se cachent pour mourir, moi c'est un peu comme ça. Quand j'ai accouché, j'ai pas voulu que mon mari soit là, je voulais être seule. J'ai besoin pour accoucher d'être seule, d'être dans mon coin et d'accoucher. Et quand je suis malade, je supporte pas que les autres soient autour de moi. Je me mets dans ma bulle et c'est une souffrance que quelqu'un me voit dans l'état où je suis. Ça, c'est une vraie souffrance. Mais quand je dis une souffrance, je veux dire, c'est vraiment dur. Mal de tête, voilà, c'est pas une souffrance de dire mince. J'ai mal aux jambes. Voilà. Là, je ne supporte pas. Une perte de dignité. Voilà, moi je me sens humiliée, je me sens mal. Okay. C'est une humiliation. Oui. C'est une. Comment dire. C'est contre moi-même. C'est contre tout ce que je ressens. Je suis quelqu'un comme ça, alors on va me dire, mais oui, mais tes enfants, ils sont capables, c'est tes enfants, ils peuvent venir. Tu veux pas qu'ils te voient comme ça? Non, je veux pas. Okay. Et il faut pas croire que c'est pour épargner mes enfants, que beaucoup de gens diraient, mais c'est parce que tu veux les épargner, c'est parce que t'as pas envie que... Non, c'est pour moi. C'est que moi, c'est par égoïsme. Par égoïsme, je veux pas... Qu'on te voit comme ça, défiguré, avec un œil en moins. Et je vous dis, moi j'ai soigné mon père quand il était vraiment malade, je l'ai vu nu, je me suis occupée de lui, et il était comateux, entre guillemets, et la seule hantise que j'avais, c'était de me dire, mais qu'il n'ouvre pas les yeux. J'aurais jamais supporté le regard de mon père par rapport à sa plus jeune fille, qu'il aurait vu dans son intimité comme ça, mais c'était insupportable. Alors que d'autres vous diront, mais c'est normal, non, moi je le vis pas comme ça. Oui, tu as des gens qui te disent, il n'y a pas d'indignité, mais la dignité c'est quelque chose que l'on ressent soi-même. Voilà, on ne peut pas parler de la dignité à la place pas de réel universel. Voilà. Et c'est pour ça que cette loi qu'on aimerait avoir, qui est la même que celle en Belgique, cette loi qu'on voudrait avoir, il faut le dire et le redire, c'est une loi de liberté qui n'oblige personne. C'est-à-dire que tous ceux qui sont contre cette loi, grand bien leur face, ils n'auront jamais à subir. Ils mourront comme ils veulent. Exactement, mais par contre qu'on laisse ceux qui ont envie de mourir d'autrement, mourir comme ils le veulent, c'est la moindre des choses. Je suis tout à fait d'accord, évidemment. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a encore des examens prévus à brève échéance ou tu as la paix maintenant? Non, je recommence scanner de la tête et des poumons dans 15 jours pour contrôler. Voilà, tu as des contrôles réguliers? Tous les 6 mois, régulièrement. Oui, regarde. Voilà. C'est pas trop pesant tous ces contrôles? Bah oui, mais si j'ai de nouveau un nodule ou quelque chose, il faut bien opérer. Donc... Et tu as la paix pendant 6 mois? Voilà, pendant 6 mois j'y crois, et puis après j'avais peur. Et puis après, la peur du résultat des examens. Vous dites, est-ce que je vais être opérée, est-ce que ça va aller? J'ai fait un scanner des poumons il y a 6 mois, il était bon, donc tout bien, quoi. Et bon, depuis ils m'ont opéré de ça parce qu'ils avaient une suspicion, mais c'est quand même pas métastasé, donc c'est tout bien pour moi.
Maintenant, si je passe le prochain scanner et que ça va, ben, tant mieux. Puis je me dirais, ben, je vais repasser l'été, je serai bien. Tu te sens bien pour oui. moi, Tous les jours que je vis, tous les jours de la vie, je les J'apprécie. vis au jour le jour et je les apprécie. Et le jour où ça sera fini, ben, je me dirais, ben, j'ai bien vécu, ben, il est temps de partir. Mais je veux dire, j'ai pas envie ni de pleurer, ni de me lamenter, ni de prendre toute ma famille à pleurer autour de moi. C'est pas mon truc, je suis comme ça. Mais qu'on respecte ça. Moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Oui. C'est pour Et ça qu'il y a 96% de Français qui voilà, veulent cette loi. voilà. Et pourquoi on ignore? Pourquoi on ne fait pas un référendum? Pourquoi on ignore ça? Pourquoi la loi de nos dirigeants ne va pas dans ce sens-là? On ne sait pas. On On ne sait cherchait la pas. réponse quelque part. Et je me dis que si la certainement. Belgique a réussi à avoir cette loi, pourquoi la France n'y arrive pas? La Belgique l'a eu en combien d'années? On a discuté pendant 2 ans. Pendant 2 Et ans. vous, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans que Exactement. Et pourquoi? Alors là, j'aimerais bien qu'on me réponde. Pourquoi la France? Alors que la majorité des gens veulent cette loi. Donc pourquoi? Pourquoi on... Alors il y a plein de trucs. Moi, c'est pareil, il y a le mariage pour tous. Je ne suis pas pour le mariage pour tous, je le dis. Mais je veux dire, il est passé, ça ne me dérange pas. Si ça peut aider des gens. Moi, du moment qu'on ne me demande pas d'épouser une femme, je veux dire, là, je dirais, là, on empiète sur mes libertés. Ouais. Mais c'est pareil pour la loi pour l'euthanasie. On ne va pas demander à ceux qui ne veulent pas de se faire euthanasier. Donc, je vois pas pourquoi on s'y oppose. Je ne comprends pas. Mais écoute, moi je suis admiratif Oui, de moi ton aussi. témoignage. Je trouve Moi aussi. que tu as un courage fantastique malgré toutes les épreuves que tu as subies. Mais je tiens Bravo. à dire que Franchement, bravo. je tiens à dire à tout le monde, Oui, à mes oui. amis, à mes clients, que je ne suis toujours pas en fin de vie. Bravo, Ben, ça se mais voit. bravo, ça Ça fait se du bien voit, d'entendre ça se ça. Et puis que tant que je vivrai, je profiterai de la vie. Tu as Et tout à puis, fait voilà. raison. Tout à fait. Tout à fait raison. C'est comme ça qu'il faut l'envisager en fait. Oui, Voilà. Yves, donc nous sommes au lendemain du jour où nous sommes allés voir Françoise dans les Vosges. Donc on va faire simplement une petite, un petit récapitulatif de ce qu'on a dit hier en fait. Oui. Et à savoir que elle serait beaucoup plus sereine si la loi était votée en France, parce que ça la rassurerait et elle accepterait peut-être des traitements au-delà de ce qu'elle acceptera en France, puisqu'elle a dit que si elle avait la possibilité de dire stop au moment où elle le voudra, elle accepterait même éventuellement d'avoir l'opération d'un œil, alors qu'en l'état actuel des choses, elle dit qu'elle n'accepterait pas, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas la possibilité de dire autrement derrière. C'est ça. Donc elle craint, si j'ai bien compris, qu'après l'opération de l'œil, elle ne soit pas très bien. Voilà. Et en France, elle n'aura pas la possibilité de demander une euthanasie si c'est insupportable après l'opération. Oui. Tandis qu'en Belgique, donc là, elle pourra se faire elle pourrait quand même aller plus loin dans Elle ça. entre donc dans les conditions de la loi belge. Mais bon, comme on l'a constaté, je suis très admiratif de sa volonté de vivre. Donc elle a vraiment envie de continuer à vivre, malgré une maladie assez grave quand même. Et c'est vrai que nous, les Belges, on peut lui apporter cette possibilité. Je crois que ça va la rendre plus sereine. Plus sereine. Et c'est et ça envie finalement. de continuer son traitement. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Oui, donc tout à fait. euthanasie ne veut pas toujours dire mort. Non. Et puis elle a quand même eu une longue rémission jusqu'à présent de 14 années. Et pourquoi pas espérer en avoir une encore tout aussi longue. Donc c'est vrai que le fait de ne pas accepter par exemple cette opération dont on parlait tout de suite, c'est quand même dommage parce que ça lui enlèvera peut-être des années de vie qu'elle aurait derrière. Tout à fait. Et là, elle se posera peut-être la question de savoir si elle l'accepte ou pas. Et c'est ça qui est... C'est vrai qu'il faut qu'elle soit dans la situation après l'opération pour savoir juger si c'est possible de le supporter. Et puis j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'amour dans sa famille, avec ses enfants. Les enfants, et les frères et sœurs. Les frères et sœurs, c'est ce qui est très bien, et sa maman aussi. Donc je comprends qu'elle ait envie de continuer, tout à fait. Et puis bon, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans cette famille, il n'y a pas le tabou de la mort. Elle en parle avec ses enfants, elle en parle avec sa maman. Et ses enfants l'acceptent. Ses enfants l'acceptent, acceptent de l'accompagner. Donc on se rend compte que c'est pas quand la maladie est là qu'il faut en parler, mais que ça dédramatise quand même beaucoup quand on en parle avant que la maladie n'arrive. Quand elle est là, bien ma foi, on connaît les avis des uns et des autres et on peut peut-être plus y faire face en fait. Mais je suis curieux de la revoir après l'opération.
Ben, voir en espérant qu'elle n'en aura pas besoin. Hein, C'est voilà, évident. voilà. Oui, c'est évident. Bon, maintenant, j'espère Oui. qu'elle n'en aura pas besoin, Oui. que les examens qu'elle va avoir vont être bons. Oui. Ils ne vont pas déceler autre chose. Et puis, Oui, si j'espère. malheureusement ça se passait, eh bien oui, on lui souhaite que ça se passe le mieux possible, qu'elle puisse vivre le plus longtemps possible et pour sa sérénité, savoir qu'elle a une porte de sortie chez vous. Et moi, je souhaite qu'elle n'ait pas besoin de nous. Voilà, C'est moi aussi, je surtout lui ça. souhaite vraiment Qu'elle une très puisse longue encore vie vivre. encore. Et peut-être hein. que si jamais il y a une opération, ça lui permettra de vivre encore beaucoup Ben voilà, plus voilà. longtemps. Oui, oui. Ouais. Non, non, c'est une très belle expérience et je suis très content de l'avoir rencontrée. C'est un exemple pour Oui, beaucoup de gens. oui. Oui. Ils peuvent la prendre en exemple. Tout à fait. Et ça devrait être aussi un exemple pour notre loi en France. Il faudrait qu'on Oui. copie la vôtre pour permettre à des gens comme elle de pouvoir vivre sereinement ces moments difficiles et de Oui. les appréhender d'une autre manière. en Oui. fait. On a besoin de son témoignage. Tout je à trouve. fait. C'est très important. Non, je suis très content Voilà. de l'avoir rencontrée. Eh bien, voilà. Eh ben, on lui envoie une grosse bise. On oui. pense beaucoup à elle. Oui. Et puis à bientôt Françoise.